Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Engagement et participation des femmes dans le processus politique. C'est la thématique autour de laquelle nous avions choisi de vous entretenir sur cette émission. Les femmes en Afrique sont sujettes à plusieurs formes de violences psychologiques, physiques, morales, sexuelles et bien d'autres. Et pour garantir leurs droits, plusieurs pays se sont mis ensemble pour ratifier des accords dont le seul but est de promouvoir le droit des filles et des femmes. Adopté dans les années 2003, le protocole de Maputo fait partie des instruments de défense des droits humains, notamment des femmes. C'est suite au constat général fait sur le respect des droits des femmes en Afrique que ce protocole a été initié et fera l'objet de notre échange ce jour. Pour ce fait, je reçois pour vous Florence Ndiayewu. Florence Ndiayewu, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Conseillère communale dans la commune d'Ifani, Florence Ndiayewu est sur cette émission en qualité de leader politique. Alors Florence Ndiayewu, à nouveau bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Florence Ndiayewu, consultante indépendante des questions d'éducation civique, genre, paix et sécurité, développement communautaire et surtout conseillère communale à la mairie de Ifani. Alors Florence Ndiayewu, c'est quoi le protocole de Maputo et pourquoi le qualifie-t-on précisément de Maputo? Merci beaucoup pour cette question. On le qualifie déjà de Maputo parce que ça a été adopté à Mozambique et Maputo étant la capitale, c'était lors d'une assemblée générale des États membres de l'Union africaine. Alors le protocole même, ce n'est rien d'autre qu'un instrument régional et additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte que la sous-région africaine a décidé d'adopter après la reconnaissance des droits humains. Cependant, les femmes ne se reconnaissaient pas dans la connotation droit, la charte des droits de l'homme. Parce que nous savons tous que quand on parle d'homme, c'est le sexe masculin. Alors il fallait rassurer les femmes que leurs droits également sont protégés. D'où les procédures, les démarches pour adopter un protocole additionnel qui a la même valeur que la Charte africaine des droits de l'homme. Donc c'est l'ensemble des droits reconnus à la femme. Et en quelques mots, parlez-nous un peu du contenu du protocole de Maputo. Alors, le contenu du protocole de Maputo, on ne pourra pas tout déballer ici, c'est quand même 32 articles dans l'ensemble. Et disons que c'est l'ensemble des droits reconnus à une personne physique. Donc c'est l'ensemble des droits humains, spécifiquement maintenant à la femme. Donc quand on prend le protocole de Maputo, vous avez les droits sociaux, les droits économiques, les droits politiques, la garantie pour les personnes handicapées, les personnes âgées, la sécurité, l'environnement. Il y a beaucoup de droits qui ont été touchés juste pour rassurer les femmes que oui, on pense également à elles. Exactement. Alors Florence, citez-nous quelques activités phares que vous connaissez qui sont menées par les organisations de la société civile dans le but d'outiller les femmes sur le contenu du protocole de Maputo. Alors, s'il faut énumérer les activités que les associations ont menées pour parler, pour aborder le contenu du protocole de Maputo, on risque d'en oublier. Il faut dire que les démarches ont commencé avant même l'adoption de cet instrument. Donc, les membres des associations, notamment les femmes, ont milité, se sont battus pour que ce protocole puisse voir le jour. Et donc, chaque fois qu'une organisation organise une activité allant dans le sens de la promotion des droits des femmes, on touche comme ça
au protocole de Maputo. On peut ne pas toucher le nom, mais sachez que ça a rapport avec le contenu du protocole de Maputo. Nous avons les droits à la santé sexuelle et reproductive. Il y a des organisations qui travaillent là-dessus afin que la femme comprenne que son corps, elle est propriétaire de son corps, elle dispose de son corps, elle a le droit de décider du nombre d'enfants à avoir. Donc il y a beaucoup d'activités et actuellement l'activité que je peux citer en référence, c'est l'activité pilotée par le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD. Le nom du projet, c'est Tous pour le protocole de Maputo, un projet qui vise à vulgariser l'ensemble des droits contenus dans le protocole de Maputo. À votre avis, Florence, est-ce que toutes les dispositions relatives aux droits des femmes contenues dans le protocole de Maputo sont prises en compte par le législateur béninois? Alors, merci beaucoup. De façon générale, on peut dire que la femme, lorsqu'on la considère comme une citoyenne de la République, oui, de façon générale, les droits, puisque les droits, le Bénin est un pays de droit et que les droits humains sont protégés, oui, on peut dire que les droits des femmes sont également protégés. Cependant, il faut aller plus en profondeur. Donc, de façon spécifique, tous les droits contenus dans le protocole de Maputo n'ont pas encore la loi positive, c'est-à-dire la loi en vigueur au Bénin. Pour mieux mettre en application le contenu de Maputo, il faut des lois spécifiques dans chaque domaine, dans chaque droit garanti par le protocole de Maputo. Et alors, pensez-vous que les différentes lois votées suffisent pour garantir la protection et le respect des droits des femmes dans notre pays? C'est une chose est déjà de voter la loi. Maintenant, il faut l'accompagnement, il faut encadrer, il faut l'application. Avant l'application, il faut que les citoyens aient connaissance de l'existence et après l'application. Si l'application n'accompagne pas, on aura beau signer, on aura beau voter les lois plutôt, mais il n'y aura pas d'effectivité sur le terrain. Voilà. Et quels sont les cas de violation des droits des femmes dans notre pays qui vous préoccupent le plus? Alors, je suis une personne un peu attachée à la liberté de l'être humain que nous sommes, de la personne humaine. Alors, la violation de l'intégrité, je déplore ça. Pour moi, pour le moment, et je sais aussi qu'il y a une loi dans ce domaine-là, il y a la loi sur le harcèlement et la violence faite aux femmes. Donc, le cas de violation de droits des femmes que je déplore, c'est les violences sexuelles, le harcèlement sexuel qui aujourd'hui sont dans nos administrations, dans la société, dans les services de l'État, secteur privé, académique, scolaire, et j'en passe. Et en votre qualité de leader politique, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités que vous menez pour lutter contre ces violences dans votre commune à Yvoine? Alors, de façon spécifique, je ne pourrais pas vous citer les activités. Ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Avec ce projet, par exemple, nous sommes allés à Ifanyi. C'est l'occasion pour nous de revenir là-dessus pour sensibiliser les jeunes de ce que ça existe. Il y a le harcèlement dans tous les domaines, mais les prévenir et de leur dire il y a une loi et vous avez le droit de porter plainte lorsque vous êtes victime de ces violences. Déjà, il faudrait aussi que cette plainte soit prise en compte. Sans discrimination, sans violence aucune. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que ça soit pris en compte, mais il faut déjà que la victime se fasse entendre. Il y a beaucoup de cas où c'est les victimes même qui se découragent parce que quand tu commences une procédure, il faut tenir bon jusqu'au bout. Ce n'est pas le jour où tu portes plainte que tu as la suite. Non, il faut être tenace et aller à toutes les convocations et ne pas se décourager, aller jusqu'au bout. Et surtout ne pas se laisser intimider ni par sa propre famille, ni par la famille de l'auteur de ces violences-là. Alors,
Florence, pensez-vous qu'il suffit que le Bénin vote des lois en faveur des femmes pour faire changer la donne en matière des droits de la femme au Bénin? Oui, je pense qu'il y a une de vos précédentes questions qui l'a dit. Est-ce qu'il suffit de voter des lois, croiser les bras et dire, bon, voilà, nous on a joué notre partition. Je pense qu'on est loin du compte. Une chose est de voter la loi, l'autre chose est que la population, mieux, la Constitution dit que toutes les lois doivent être traduites dans les langues pour que la population, combien de lois sont aujourd'hui traduites dans nos langues, pour que la population à la base sache. Et c'est en cela qu'il faut remercier les organisations de la société civile qui font un travail de ouf, qui sont les bras même du pouvoir central, qui vont jusqu'à la base pour sensibiliser. Ils jouent un peu le rôle, ils accompagnent l'État dans l'atteinte de ces objectifs en allant à la base. Parfois même font des formations dans les langues de chaque localité pour sensibiliser. Donc une chose est de voter, l'autre chose est de vulgariser, d'appliquer et de sanctionner en cas de non-respect. Plusieurs organisations de la société civile mènent aujourd'hui des activités, des actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. À votre avis, est-ce à dire que les droits des femmes ne sont pas respectés au Bénin? Non, mais on ne pourra pas le dire comme ça. Toutes ces activités qui sont menées. Oui, mais c'est calme. Je vous comprends en fait. C'est à croire que quand on est dans un pays, et que tout va bien, il n'y a pas d'action. Non, je ne pense pas que ce soit ainsi qu'il faut voir les choses. Il faut plutôt dire que, a priori, le Bénin est un pays de droit. Le Bénin est un pays de droit en ce sens que les accords internationaux, les conventions allant dans ce sens de la protection des droits humains sont ratifiés régulièrement par le Bénin. Il y a des pays qui émettent des réserves en ce qui concerne le respect ou la mise en application, la ratification des conventions, mais le Bénin l'a fait. En même temps, une fois que les lois sont votées, les organisations organisent des séances de sensibilisation, de formation, afin que la population sache que l'État m'a garanti des droits. Il faut que je puisse jouir de ces droits. Je vous donne un exemple, le cas d'une femme mariée et dont l'homme décide de combien d'enfants il veut avoir, mettant en danger parfois la vie de cette femme. Il faut que, pourtant, la loi le dit, mais la population n'est pas informée, la femme, elle ne le sait pas, elle ne sait pas qu'elle peut dire non, mon chéri, mon mari, mon homme, je veux avoir, mon corps ne me permet pas d'avoir jusqu'à 10 enfants comme toi tu le souhaites. Donc voilà, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas un pays de droit que les organisations travaillent, non, c'est pour amener l'information à la base. À votre avis, Florence, les femmes au Bénin sont-elles vraiment prêtes à faire respecter leurs droits? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que nous naissons avec ces droits-là. Dès lors qu'un enfant naît, de fait de sa naissance, s'il c'est un enfant vivant et viable, il naît avec ses droits. Ça devait être comme ça pour tout le monde, aussi bien pour les garçons que pour les filles, les hommes, les femmes. Nous naissons systématiquement avec les droits. On ne devrait pas déployer d'énergie pour bénéficier d'un tel ou tel droit. Ça devait devenir de façon naturelle. Alors, si ça rentre dans les normes et que toute la population reconnaît que oui, les droits des femmes, c'est inné, c'est naturel, c'est normal, les femmes sont prêtes parce qu'elles auraient grandi dans l'environnement qui reconnaît dès la naissance, depuis la maison, leurs droits. Alors, que doivent concrètement faire ces femmes pour y arriver? Oui, si ça devenait la norme, c'est-à-dire de façon naturelle, elles n'auront pas à se battre. Mais nous sommes dans un contexte où ce n'est pas encore là. Donc, il faut forcément un combat, se faire entendre, savoir dire oui quand on veut et savoir dire non quand on ne veut pas. À votre avis, Florence, que peut-on véritablement faire pour améliorer la condition des femmes au Bénin? Alors, ça, c'est quand même un débat qui revient très souvent. Que faut-il faire pour améliorer la condition des femmes au Bénin? Je pense quand même qu'il faut penser à un moment donné à la volonté politique. La volonté politique en ce sens que
depuis la nuit des temps, il y a un article de la Constitution, notamment l'article 26, qui traitait les hommes et les femmes de façon équitable. La loi l'a dit, l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Mais il a fallu cet article-là pour que pendant très longtemps, beaucoup de lois ne soient pas votées à l'Assemblée nationale béninoise. Beaucoup de lois n'ont pas été votées parce qu'on brandissait à chaque fois cette exception pour dire qu'on ne peut pas voter une loi en faveur des femmes parce que l'homme et la femme sont égaux. Il a fallu la volonté politique pour réussir à changer, parce qu'il fallait reformuler cet article-là, ce qui a été fait, et vu que ce verrou a été levé, il y a eu une discrimination positive en faveur des femmes, d'où désormais on peut dire oui, nous sommes sur le chemin d'améliorer la condition. Alors Florence, la participation de la femme à la chose politique est-elle vraiment encouragée au Bénin? Je peux répondre tout de suite, de 1960, bien avant, jusqu'en 2019, ce n'était pas trop ça, parce que rien n'obligeait le législateur à favoriser la femme, parce que oui, la loi et tout, mais au moment des élections, au moment de positionnement, on positionne d'abord les hommes. Et c'est ce qui a justifié pendant très longtemps l'accaparement de l'aspect politique, du domaine politique, du secteur politique par les hommes. Mais il a fallu cette volonté politique pour que cette loi qui a été relue, dès que l'article a été touché, il y a eu amélioration. Je donne l'exemple de l'article 144 du Code électoral qui désormais propose que dans chaque circonscription électorale, nous ayons au moins une femme aux élections législatives. C'est déjà un pas pour que nous ayons au moins 30% de femmes durant la prochaine mandature. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la loi a spécifié qu'il s'agit des élections législatives. Et donc, a parlé des circonscriptions électorales. Or, nous savons qu'il n'y a pas que cette élection au Bénin. Nous avons d'autres élections, notamment les élections locales, où il y a beaucoup de femmes. Donc, il faut que cette loi aille plus loin pour que la motivation, la volonté soit encore plus manifeste et effective. Alors Florence, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Parlez-nous un peu de votre expérience dans le domaine politique. Alors, mon expérience remonte à l'université, mon parcours académique, pour avoir étudié les sciences politiques et relations internationales. J'avais la soif de comprendre les débats politiques, l'actualité internationale surtout, ça me passionne même jusque-là. Je suis passionnée des questions de paix, de sécurité, d'extrémisme violent. Oui, ça c'est vraiment ma passion. Alors, nous avons commencé et puis il y a un professeur qui nous encourageait à écouter l'actualité et venir exposer à l'université. Donc, la volonté est née de là. Et juste après, j'ai bénéficié d'une formation, c'était un programme sur 3 ans d'un consortium WANEP Refonga Bénin financé par la coopération suisse. Et au bout de ce programme, il fallait rédiger un projet. C'est ce que j'ai fait, mais la mise en œuvre, c'était dans ma localité, ma commune d'origine. Je suis partie mettre en œuvre ce projet-là. Et pour moi, c'était une occasion pour parler de moi, pour me faire connaître par... disons mes concitoyens de la localité. Donc je me suis valorisée, j'ai parlé de mon parcours, de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Et c'était même lors de cette séance de formation qu'un jeune dans l'Assemblée, dont je tais le nom d'ailleurs, dans l'Assemblée a suscité ma candidature. Et pourquoi est-ce que je ne me présenterais pas aux élections? Vu que je suis de la localité, j'ai de la matière, j'ai certainement des portes d'opportunité de venir soutenir les jeunes et me porter aux élections qui sont là. Ils vont travailler pour moi. Et je leur ai dit oui, je suis déjà en réflexion. C'est vrai que j'avais déjà mené des démarches
d'adhésion à un parti et c'est comme ça que j'ai adhéré et devenant membre fondateur. Et parlant du côté financier, comment avez-vous été soutenu? Bon, avant les élections, pour tout ce que j'ai eu à faire, c'était de ma poche, mon budget personnel. Mais avant d'aller, lors des positionnements, avec tout ce que j'ai fait, il fallait prouver que non seulement je suis de la localité, mais j'ai également la capacité de rassembler du monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mobilisé les femmes, j'ai mobilisé les jeunes. C'était une activité plutôt réussie. Les leaders politiques de ma circonscription électorale ont été invités et ont répondu présents et ont compris qu'effectivement, je pouvais mobiliser. Et j'ai été positionnée deuxième sur une liste de 7 personnes dans mon arrondissement. Et une fois sur le terrain des campagnes, c'est le parti politique qui a surtout financé les campagnes. Et personnellement, c'est le parti politique et les amis qui ont vu mes publications sur ma page et qui ont décidé de m'accompagner. Donc, ils m'appelaient et me soutenaient avec les moyens financiers. Et je dois aussi ajouter que le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, a apporté un appui technique. Et il n'y avait pas que RFLD, il y a le premier réseau dont je suis membre fondateur, c'est le Creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires, FELEP. Et le slogan chez nous, c'est toujours pour les femmes, jamais sans les hommes. J'ai eu le soutien technique sur le terrain qui m'encourageait, m'orientait, me soutenait pour ce parcours-là. Quelques conseils pratiques à l'endroit des femmes pour la promotion de leurs droits et surtout pour leur implication ou leur participation aux prises de décision au niveau politique. Alors, quelques conseils, je dirais qu'il faut d'abord la volonté. On ne peut pas forcer une femme à vouloir aller en politique. Il faut que ce soit son désir, sa volonté. Si c'est le cas, si la volonté y est déjà, alors il faut la ténacité, la patience, le courage et surtout ne pas hésiter à dépenser parce que juste après les élections, le parti politique ne te finance plus pour les réunions, les sorties, les soutiens, l'assistance aux membres, aux militants. C'est toi-même. Donc il faut vraiment un engagement. Si c'est une contrainte, la femme ne pourra pas tenir, à moins que ce soit vraiment le désir de servir la communauté, d'apporter un plus sa contribution au développement de son pays et de sa localité. Merci beaucoup Florence, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, ce sera de remercier le réseau des femmes leaders pour le développement pour cette opportunité, remercier les partenaires techniques et financiers de ce projet-là, notamment l'agence suédoise pour le développement et la coopération internationale qui m'a accordé cette interview. Merci à vous, merci à tout le personnel technique et à vous, la journaliste. Merci beaucoup Florence Niayo pour tous ces éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette belle émission. C'était Raoudat Atanda à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.